C'est parti, on va commencer pour notre sujet aujourd'hui. Trop cool, je suis hyper contente de enfin l'attaquer. Ça fait un moment que je voulais vous en parler pendant les Maestrix et que je voulais organiser un event là-dessus. Et j'ai trouvé enfin, j'ai été mise en relation avec les parfaits speakers pour vous en parler avec Alex et Grégoire. Donc, je suis d'autant plus contente. Juste avant qu'on attaque le sujet et puis qu'on plonge vraiment dedans, je voulais vous redire un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi on organise cet event. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie. Je travaille chez Join Maestro, l'école du produit et de la tech. Et je m'occupe notamment de l'organisation des Maestrix, l'événement que vous êtes actuellement en train de vivre, qui en fait, ce sont des conférences qui sont hebdomadaires. On en a à peu près tous les mardis de midi à 13h en ligne ou en soirée quand on a l'occasion de faire des trucs en présentiel. Et l'idée, en fait, c'est de se retrouver, de se connecter ensemble, de parler d'un sujet un peu précis et en fait d'avoir des intervenants qui vont nous faire un retour sur leur expérience et nous partager leurs tips, les erreurs qu'ils ont commises, les démarches par lesquelles ils sont passés, etc., pour permettre en fait de se nourrir, de grandir, d'apprendre des nouveaux trucs, de s'inspirer, de rencontrer des nouvelles boîtes, des nouvelles personnes. Donc voilà, c'est un peu le but de ces events. Et moi, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, qui est connecté avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat votre rôle, si vous êtes freelance ou pas, et voilà, nous dire un petit peu qui vous êtes, et puis peut-être nous dire un peu pourquoi vous participez au Maestrix d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous vous posez actuellement cette question de devenir freelance? Est-ce que vous l'êtes posé il y a 6 mois? Vous êtes déjà en train de vous lancer? Vous en êtes tout un petit peu à ce niveau-là. Je vous mets un petit sondage. Alors, comment on fait déjà? Hop, publier le sondage. Ok, top. Alors, si vous allez dans la petite fenêtre sondage, vous pouvez nous dire si justement vous êtes actuellement freelance ou pas. Et si vous nous dites non et que c'est justement les questions que vous posez, alors dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit, puisque c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à nous préciser un peu dans le chat. Pour vous en dire un peu plus sur Maestro et surtout, en fait, pourquoi on organise ce talk et pourquoi j'avais vraiment envie de parler de ce sujet. En fait, on a des formations qui permettent de devenir product manager. Donc, c'est des bootcamps intensifs en 7 semaines en présentiel ou en cours du soir en ligne. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de lancer sa carrière en product manager. Alors, soit c'est pour des personnes qui sont en reconversion, ça, c'est la majorité de nos alumni, mais c'est aussi pour des personnes qui viennent de rentrer dans un job de PM et qui veulent en fait repartir sur de bonnes bases, reposer les méthodes, redécouvrir les outils pour un peu booster le début de leur carrière. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes en reconversion qui viennent à nos formations avec l'objectif initial plutôt de rejoindre une boîte. Et en fait, en faisant le programme, en rencontrant nos intervenants, en voyant certains qui bossent en freelance et qui kiffent, ils remettent un peu en question l'idée de rejoindre une boîte et ils se demandent s'ils ne se lanceraient pas en freelance. Et du coup, ils ont plusieurs problématiques, plein de questions qui se posent. Ils se demandent si c'est fait pour eux, si ça va vraiment leur correspondre, s'il ne ferait pas mieux de commencer dans une boîte, puis de se lancer, etc. Plein de questionnements. Et du coup, l'idée de ce moment-là, c'est de trouver les réponses à ces questions. Vous avez un peu les dates de nos prochaines formations. Bon, je passe rapidement. Si vous avez des questions sur le programme, évidemment, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est en bas de la slide. N'hésitez pas. Et je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. On est très actifs sur LinkedIn pour mettre toutes nos news, tous nos updates. On parle de nos alumni, on parle de nos intervenants. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça bouge chez Maestro, vous pouvez aller suivre le compte. Évidemment, Meetup, si vous êtes arrivé par là pour l'event, c'est là qu'on met toute notre line-up, c'est là qu'on met tous les events qu'on programme. Donc, si vous êtes friand de ce genre de talk, n'hésitez pas à aller rejeter un coup d'œil. Et évidemment, notre site internet où il y a toutes les infos. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je te laisse, Alex, te présenter. Alors, j'ai pas eu la fin de ce que tu as dit. Je sais pas si c'est de mon côté ou du tien, mais il me semble qu'il y a eu un petit problème sur ton micro, genre goutte d'eau sur le micro. Mince, Mais j'ai compris. ça c'est. Mais là, on t'entend bien là. J'ai compris que c'était mon tour. Je me présente très rapidement. N'hésite pas à me poser des questions s'il faut que je dise plus sur un truc. Donc moi, je suis Alex, j'ai 33 ans. J'ai notamment cofondé HappyDev, qui est un collectif de freelance dans le digital, c'est-à-dire beaucoup des devs, des designers, des chefs de projet, etc., etc. J'ai cofondé ça avec un mec qui s'appelait Sylvain en 2014
Et ça a été une très belle aventure, ça existe toujours et on en est très fiers. Et plus tardivement, c'est-à-dire en 2019, j'ai cofondé toujours un truc qui s'appelle Hubble, qui vise à permettre aux différentes communautés de freelance. Il y a beaucoup de deals qui circulent dans les communautés de freelance et qui restent un peu lettre morte, c'est-à-dire soit qu'ils trouvent pas preneur dans la communauté, soit où l'équipe est incomplète et pour X raison le deal se fait pas. Et du coup, Hubble se propose de faire un peu l'arbitrage et de systématiquement permettre de trouver quelqu'un, un freelance qui permet de répondre aux besoins du client. Voilà à peu près pour moi. Donc, je suis entrepreneur et freelance depuis 10 ans. J'ai beaucoup alterné les deux casquettes, beaucoup entrepreneur ces derniers temps et plutôt freelance en début de carrière, disons les 5-6 premières années en tant que dev et puis un mix de ça au cours du temps. C'est tout pour moi. Trop bien, hyper clair. On va pouvoir creuser un peu ces aspects pendant la suite du talk. Grégoire, si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, alors moi, du coup, c'est assez drôle, un peu comme Alex, pas mal entrepreneur et freelance, et je pense qu'on en parlera un petit peu après. Je pense que c'est quand on a un peu cette personnalité, c'est assez cool d'être freelance. Moi, j'ai commencé ma carrière au Canada chez Ubisoft et j'ai monté aussi une startup là-bas et c'est là-bas que j'ai découvert le gros hacking et le product management. J'avais pas encore mis le mot là-dessus à l'époque, mais c'est en rentrant en France que je me suis rendu compte qu'en fait, en Amérique, ils étaient beaucoup plus avancés là-dessus que nous. Et donc, j'ai commencé à faire du product et du growth. Et donc aujourd'hui, qui est un peu du product growth, on va dire, un peu un mélange des deux. Et j'ai commencé chez Tiga, donc qui est une agence en product management à Paris. J'ai fait 1 an chez eux, puis je me suis lancé en freelance depuis 2018, début 2018, je crois. Et en fait, bah, un peu comme Alex, je suis revenu un peu à l'entrepreneuriat, même si je fais un peu de freelancing. Et j'ai monté Coop, qui est en fait une communauté de freelance et d'entrepreneurs qui se retrouvent pour coworker. L'idée, c'est que justement, on fait des sessions de coworking un peu partout ensemble pour à la fois sortir de la solitude quand on est freelance ou entrepreneur, parce que les gens autour de nous ne comprennent pas forcément ou on ne trouve pas des gens qui ont la même personnalité que nous. Mais aussi en fait pour s'entraider, pour s'apporter des missions avec Hubble et puis pour parler un peu de toutes les problématiques qu'on peut avoir en tant que freelance, que ce soit les problématiques financières, se retrouver des clients, etc. Donc on fait ça toutes les semaines. Ok, trop cool. C'est toutes les semaines, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a des possibilités de se retrouver dans des coworking et en plus, vous faites des événements. Enfin, les personnes se retrouvent pour bosser et en plus. Ouais, donc en fait, on a fait une plateforme où les gens peuvent créer leur compte, donner leur centre d'intérêt et dire ce qu'ils font dans la vie. Et puis après, en fait, toutes les semaines, les gens organisent des sessions dans différents espaces de coworking à Paris. D'accord. Et en fait, on peut s'inscrire à l'avance aux sessions pour savoir un peu qui sont les participants et qui vient. Et puis, on se retrouve le mercredi, le jeudi, le vendredi pour coworker tous ensemble. Génial. Ok. Ah bah on a direct. Et pour en avoir fait une ou deux, je recommande. C'est vraiment très sympa. Merci, Alex. On a directement une question de Caroline justement sur Coop. C'est uniquement possible sur Paris? Alors pour l'instant, c'est surtout à Paris. Il y a quelques sessions à Bordeaux, Marseille et Lyon, mais pour l'instant, on est très concentré sur Paris, mais on espère pouvoir ouvrir dans les autres villes très rapidement. Ok. Je prends la balle au bon du coup en disant que il y a pas mal Merci. d'autres communautés de freelance qui existent et je sais, c'est pas pour faire de la promo, mais par exemple, il y a Digital Village, il y a la Collab, il y a HappyDev. Enfin, Ouais. en fait, il y a plein de communautés de freelance dans pas mal de villes. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher de ces communautés qui sont en général pas mal actives sur cet aspect-là, qui organisent des petits apéros le soir, des coworking la journée. Donc, faut vraiment pas hésiter. Il se passe en fait pas mal de choses dans pas mal de villes. Ouais, donc Caroline, tu parlais de Nantes, je crois qu'il y a une communauté, une petite communauté à Nantes, donc n'hésite surtout pas. Je sais pas si Alex, tu te souviens du nom. Mais je pourrais essayer de retrouver ça. Nous, il y a eu une époque où HappyDev était pas mal actif à Nantes, c'est moins le cas en ce moment. Là, tout de suite, je sais pas t'en trouver Je vais d'autres, essayer de retrouver ça. mais je suis certain qu'il y en a. Trop bien. Et on a Tom qui vous propose, si vous avez besoin de développer vos communautés chez Grenoble, enfin chez Grenoble, n'importe quoi, à Grenoble, il se propose de donner un coup de pouce. Super. Du coup, Avec plaisir. Je veux bien ton contact, Tom, parce qu'on cherche actuellement quelqu'un sur Grenoble, donc c'est bien si, enfin, je sais pas si tu as mon mail ou quoi, mais je veux bien que tu me contactes.
Ah bah carrément, bah, on va partager vos LinkedIn. Ah bah il a donné son email, parfait, tu l'auras Alex. Super. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat, là il y a une petite question qui s'affiche. Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous le plus grand avantage d'être en free et pour vous le plus grand inconvénient? En fait, c'est quoi le gros plus pour vous que vous avez identifié et le gros moins pour vous que vous avez identifié? Et comme ça, on va essayer de repartir de ça et de les découper un petit peu pour y répondre au mieux pendant ce Maestrix. Je coupe le partage. Et j'en profite pour regarder un petit peu ce que vous nous avez mis dans le chat, du coup, pour vous présenter. Donc, on a des grosses marketing en freelance, des product managers salariés avec plus de 6 ans d'expé, OK, PM freelance déjà, Aurore, cool. Caroline se pose la question sur devenir freelance, donc à Nantes, si on a bien compris. Et souhaite éventuellement passer freelance. Ok, donc on est plutôt en plein dans les questionnements. Bah, trop cool. Vous êtes du coup au bon endroit. Et ben écoutez, je vous propose qu'on commence la première partie. On a un peu réfléchi par rapport au plan avec Alex et Grégoire. Les premières questions qu'on veut se poser en fait, c'est comment savoir si on est prêt à être freelance, parce qu'en fait, ça peut être le bon moment à une partie de votre carrière et une moins bonne idée à une autre partie de votre carrière. Et du coup, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser déjà pour savoir si vous êtes au bon moment. Comme par exemple la première là qui vient, c'est comment valider ses compétences. Comment on fait pour sentir que niveau skills, on a des compétences suffisantes pour se sentir à l'aise dans un rôle de freelance. Est-ce que peut-être l'un de vous deux, comme vous voulez, Grégoire, si tu as une idée, ou Alex? Alors moi, je peux tenter. Et puis, alors, ce que je peux dire, c'est que il me semble qu'on le sait si on est junior ou senior. Je pense que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui me, enfin, ça m'est jamais, d'ailleurs jamais arrivé. J'ai rencontré beaucoup de juniors qui essayaient de se faire passer pour des seniors. Ça, j'en ai beaucoup vu. Mais par contre, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient juniors. Et les seniors savent qu'ils sont seniors. Ils savent ce qu'ils valent sur le marché et vice versa. Et du coup, on le sait un peu. Où est-ce qu'on se situe sur le spectre? Est-ce que je suis junior ou est-ce que je suis senior? Je pense que c'est une mauvaise idée de se lancer en freelance en tant que junior. Moi, je l'ai fait, donc je peux en parler. C'est une mauvaise idée, ça. Et après, je pense qu'il y a deux profils là pour qui ça marche. C'est soit t'es workaholic, moi c'est mon cas, et du coup, ça m'a pas posé de problème d'envoyer des 12 heures par jour pendant plusieurs années et du coup, ça passait, tu vois, parce que j'avais 2 fois plus de temps que tout le monde, donc même si j'étais junior, j'arrivais à combler les trous, mais tu peux pas le faire si tu as un gamin, tu peux pas le faire si tu as déjà des activités à côté. Moi, j'avais 23 piges, j'étais single, je pouvais passer mon temps à bosser, donc ça l'a fait. Donc je le recommande pas de faire ça. Je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est un moyen de soit mettre son niveau de stress au taquet très haut, soit même de franchir la ligne rouge et de partir en burn-out ça se passe vraiment très très mal, quoi. Donc je pense qu'il faut pas le considérer à la légère. Je pense que si on se considère junior, il faut considérer que c'est vraiment enfin, je ne le recommande pas de se lancer en tant que junior. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée notamment d'un point de vue financier, c'est-à-dire que si on est junior, ça veut dire qu'a priori on n'a pas des finances de malade. Ça peut être le cas, mais c'est souvent corrélé. Les juniors n'ont pas des finances de ouf, les seniors se gavent de thunes. C'est un peu ça qu'on observe quand même sur le marché du freelancing. Et du coup, il est conseillé de se lancer en freelance avec un petit matelas, quoi. Se dire, sur les premiers mois, il faut que je puisse tenir. Je n'aurais pas à dire c'est quoi le bon buffer, mais se dire, ça vaut aussi pour l'entrepreneuriat, mais se dire, j'ai tout ce buffer pour avoir le temps de m'établir, de trouver mes premiers clients, d'avoir un peu de récurrent, d'avoir un peu de référol, des gens qui me recommandent. Une fois que tu as des gens qui te recommandent de partout, ça devient trivial de se trouver des missions, tu t'es créé ton réseau, machin, machin. Du coup, je ne saurais pas évaluer pour vous si c'est le bon moment, pas le bon moment. Là, c'est un peu à chacun de sentir si je suis junior, senior, si j'ai du matelas financier ou pas, si j'ai du réseau ou pas. Enfin, mais mon conseil, ce serait de pas le faire sans réseau, enfin de pas faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire sans réseau en tant que junior, sans thune de côté. Enfin, je pense que moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire et que je ne le souhaiterais à personne, que ça peut être générateur de beaucoup de stress et que ça fait plusieurs années où c'est un peu précaire avant que ça se mette à rouler. Ouais, du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alex. Je pense qu'il faut être hyper proactif quand on veut se lancer en freelance. Il faut pas avoir peur d'apprendre énormément et de bosser un peu plus ce qu'on nous demande. Moi, je pense que j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai commencé par Tiga, du coup en agence. Donc, j'avais un peu la sécurité d'être en CDI et puis
d'être poussé par mon équipe. Et puis en plus, ce qui était très cool chez Tiga, c'est que on se fait des formations, etc. Donc on monte en compétences. Après, je nuance un peu par rapport à ce que dit Alex. Après, c'est peut-être parce que j'ai eu cette chance aussi. Je pense qu'on peut se lancer en mi-junior, on va dire. Justement, moi, ce que je me suis rendu compte chez Tiga, c'est que souvent, on me poussait dans des missions où je ne savais pas faire la moitié de ce qu'on me demandait. Et parfois, et je crois que ça arrive dans beaucoup d'agences où on booste un peu ton CV pour faire accepter la mission. Et du coup, c'était un peu devenu un jeu pour moi parce que j'adore apprendre, c'est que je choisissais des missions que là où je connaissais pas la moitié de ce qu'on me demandait. Et en fait, ça me permettait du coup d'avoir ce petit matelas qui me donnait un peu d'assurance quand le client me posait les questions, mais aussi avoir toute cette longueur d'onde pour apprendre plein de nouveaux trucs et finalement pas m'ennuyer, mais aussi monter en compétences tout en étant payé. Donc c'était hyper cool. Pour l'anecdote, c'est ça que parfois j'ai eu des clients qui m'ont demandé d'un coup bah, comment tu ferais pour ça ou est-ce que tu sais comment utiliser telle méthode ou tel outil. Je dis oui, oui, pas de souci, je reviens vers toi dans 5 minutes parce que là, j'ai un truc à finir. Et en fait, j'allais vite sur Google, je sortais 3 articles et j'apprenais plein de trucs sans ce qu'on me demandait. Et ça me permettait en fait d'apprendre hyper, hyper rapidement parce qu'il y avait le coup de stress dont Alex parlait. Et du coup, de monter en compétence très rapidement. Et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je créais du contenu sur ce que j'apprenais. Donc, ça me faisait passer pour un expert en product sur ce que j'écrivais, alors qu'en fait, c'était juste des trucs que j'avais appris la veille. Donc, c'est une espèce de boucle positive. Et du coup, ce système un peu que tu avais chez LinkedIn, à toujours avoir des missions où la majorité des choses, tu ne connaissais pas forcément, tu l'as reproduit ensuite quand tu étais indépendant? Ouais, alors quand je suis passé indépendant, c'est vrai que du coup, j'étais quand même beaucoup plus mature. C'est fou comme en une année chez Tiga, j'ai appris énormément parce que j'ai eu la chance de passer par plein de clients différents. Après, je pense que justement, l'autre désavantage, Alex pourra peut-être corroborer, mais quand on est plus senior, on commence un peu plus à s'ennuyer parce que, en fait, finalement, j'en ai parlé avec plein d'autres freelances, on sait beaucoup plus que le client, que ce que le client nous demande. Donc, parfois, en fait, on arrive avec tout notre savoir, on est trop content parce qu'on pense qu'on va pouvoir changer les choses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a déjà plein de trucs de base à modifier chez le client pour pouvoir y arriver. Donc, moi, j'en parle en tant que PM parce que c'est au niveau de l'organisation, au niveau des process, etc. On a envie de faire du gros, on a envie de faire de la data, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, avant de faire ça, il y a plein de trucs très, très basiques à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop avoir peur non plus en tant que junior. Et après, je pense qu'on en parlera aussi plus tard, mais ce qui est cool au bout d'un moment, c'est finalement de se diversifier et surtout de trouver une expertise qui nous plaît vachement dans notre métier. On peut commencer en étant PO ou PM très généraliste. Et après, si on veut se spécialiser dans la data ou dans l'UX ou dans ce genre de trucs, c'est un gros, gros avantage aussi sur le marché. Yes. OK. Tu as ce retour aussi, Alex, par rapport à la montée en seniorité et le fait que du coup, tu commences à te confronter à des clients qui en fait sont pas au niveau de maturité, pour la solution que tu voulais leur proposer initialement? Alors, c'est assez intéressant. En fait, comment expliquer ça? Pour le coup, l'aventure Rapidev a été assez chambée là-dessus. C'est que les gens nous percevaient comme l'agence touriste, quoi. Genre, tu sais pas quoi faire, t'appelles Rapidev et ils vont faire de la magie. Et assez vite, et c'était le cas parce que du coup, nous, on débarquait souvent en équipe chez un client. Le client, il nous disait, bon, bah, moi, je voudrais faire, je sais pas moi, ce site internet. Assez vite, la manière dont ça marche à Happydev, pour raconter un peu ça, c'est que on met ce qu'on appelle un directeur de projet. Alors nous, on appelle ça un capitaine, mais c'est dans les faits, c'est un directeur de projet. Donc on envoie chez le client le premier contact que tu as avec le réseau, c'est un directeur de projet. Donc c'est un freelance qui est sélectionné par les pairs. Tu vois, les capitaines se valident entre eux. Donc pour être capitaine, il faut que les autres capitaines disent ce mec, on le valide dans la bande. C'est souvent des freelances qui ont pas mal d'années d'expérience, qui savent garder leur calme, qui ont démontré qu'ils savent gérer des situations de merde, qui savent porter des projets en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Enfin, des gens qui ont un peu de bouteille et qui savent ce qu'ils font. Et du coup, lui, il débarque chez le client et comme il a tout l'aura d'Happydev avec lui et que lui, c'est quelqu'un qui est pas junior dans ce qu'il fait,
assez vite, on rentrait dans une position de conseil où les gens étaient assez humbles, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leurs besoins, mais en disant tout est challengeable et machin, et on se retrouvait à pouvoir beaucoup plus prendre la main que si on s'était pointé solo face aux clients. Enfin, moi, je l'ai constaté à mesure que le réseau s'est structuré. Genre, au début, j'étais vraiment en bout de chaîne à coder ce qu'on me demandait. Et à la fin, les clients nous donnaient tout, enfin, de l'idéation jusqu'à la réal, quoi. Et c'est un peu le cas maintenant aujourd'hui chez Happiness. Du coup, le collectif permet de pas mal nuancer ça, mais sinon, c'est le cas. Et un truc que j'ai beaucoup entendu les seniors dire, c'est pas tant qu'ils se faisaient chier sur leur projet client, ça dépend un peu sur quoi tu tombes, mais surtout qu'ils étaient en demande d'être challengés. En fait, ton client te challenge pas, ton client il te demande un truc et puis tu lui fais. Euh, mais assez vite, du coup, tu te retrouves toi et face au tuto que tu trouves sur Internet, la situation que Grégoire décrivait. Et au bout de 5 ans de ça, les seniors se demandent mais qu'est-ce que je vaux en fait sur le marché? Je suis toujours face à un client qui bite rien et je lui fais tout ce que je sais faire et il est content. Mais au final, est-ce que je suis bon quoi? Il y a un peu cette crise existentielle de ça. Qu'est-ce que je vaux face à mes pairs en gros? Et, et du coup, il y a ce besoin d'être challengé par des gens plus forts que soi et qui est pas si facile à trouver. Et là encore, le collectif a apporté pas mal de réponses. Enfin, je sais il y a beaucoup de seniors qui ont passé la porte en disant, moi, je viens parce que, enfin, est-ce que vous avez d'autres seniors et est-ce qu'on peut faire des échanges? Enfin, quels outils vous utilisez? Comment vous faites dans tel cas, tel cas? Donc ça, enfin, c'est un truc que j'ai beaucoup vu les juniors se demander. Ok. Ok. Ok, super intéressant. Vous avez mis des petites notes, des petites questions que j'aime bien dans la préparation de cet event. Un peu des questions paresseux ou driven sur les personnalités, je pense. C'est quoi votre retour là-dessus? Est-ce qu'il faut, du coup, pour savoir si on est fait pour être free, il faut plutôt être paresseux ou driven? Alors, il y a toujours ce truc c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas comment décrire ça. On dit souvent, pour être bon entrepreneur ou pour être bon gna gna gna, faut être paresseux et c'est pas faux. C'est-à-dire que tu, si t'es un gros flemmard, tu vas toujours chercher la solution la plus smart et dans certains cas, ça peut t'aider. Et enfin, je ne dis pas enfin, moi, je connais plein de gens très impressionnants par ça, par cette capacité à toujours trouver le chemin le plus stylé. Et c'est vrai que ça les rend super pertinents. Je pense que ça reste l'exception. C'est-à-dire, je pense que c'est pas les paresseux qui font de bons freelance. Et du coup, et c'est notamment c'est-à-dire si tu as du mal à te lever, si tu as du mal à bosser, si tu es quelqu'un qui te distrait beaucoup, tu as du mal à te canaliser, etc. Je pense que tu vas subir en tant que freelance. C'est-à-dire que le freelance, à un moment, personne va lui demander de se lever. Il faut que ce soit toi qui te drive, que tu te mettes debout et que tu envoies ce que tu as promis que tu allais envoyer. Du coup, bah, si tu es paresseux, tu vas subir, je pense. Tu vas vite te faire Ouais, détester par beaucoup de monde. je suis assez d'accord avec toi, Alex. Je pense que tu peux, si tu es smart, tu peux te permettre d'être paresseux parce que justement, tu vas chercher le chemin le plus court. Plus que driven ou proactif, je pense qu'en fait, c'est surtout la passion qui fait tout. Je pense que c'est bien de passer freelance quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Parce que finalement, si tu es passionné, c'est ça qui va te faire lever le matin, c'est ça qui va te faire t'inscrire à plein de newsletters et à te connecter à plein de trucs et à lire plein de nouveaux trucs. Donc, je pense que c'est plus la passion. Je pense il faut pas passer en freelance pour d'autres raisons, même si on est tous passés en freelance pour des raisons autres et variées, comme le financier, on pourra en parler. Mais si t'as pas la passion, finalement, je pense que tu vas te faire bouffer et tu vas jamais sortir du lot, en fait. Les gens le voient assez rapidement si t'es passionné. Mm. Je suis désolée, je me suis éclipsée pendant cette réponse. Ma connexion. On a vu, c'était discret et bien réalisé. J'aurais pu rien dire, ça serait passé en douce. Ok. Oui, du coup, je voulais rajouter aussi un truc sur cette notion de. En fait, c'est pas tellement fait pour les paresseux. Je trouve que ce qui revient beaucoup dans ce que vous dites, c'est vraiment la curiosité. En fait, si t'es smart, c'est si t'es curieux, si exactement ce que tu disais, Grégoire, comme exemple, si directement tu vas chercher les réponses quand on te pose une question et qu'en fait, tu es constamment un peu en recherche, en veille, en train de t'auto-former, d'apprendre des nouveaux trucs. Tu peux être paresseux, mais parce que tu vas aller veiller, enfin, tu vas aller trouver des moyens plus rapides, plus efficaces de faire ce qu'on te demande de faire. Euh,
Et après, je pense à un truc par rapport Alex, à ce que tu disais, qui ressort, j'ai l'impression, c'est un peu, enfin, savoir qu'on est quelqu'un d'autodiscipliné, dans le sens où, en fait, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous donne, on n'a pas besoin de deadline, on n'a pas besoin, même si bon, les deadlines de temps en temps, c'est bien, ça booste, mais c'est savoir qu'en fait, soi-même, on arrivera à vraiment être autodiscipliné. Et ça peut se voir dans plein de choses de la vie de tous les jours, savoir si on est comme ça. Ouais, complètement. Un truc que je voulais vraiment dire, c'est que c'est pas les rock stars qui font les bons freelances. C'est-à-dire, moi, je voyais bien en tant que dev, tu vois, moi, j'ai commencé le dev, par exemple, très, très tard. J'avais 20 ans, je pense. Il y avait des mecs dans ma classe à l'école, ils codaient depuis qu'ils avaient 8 piges. Enfin, c'était des dieux, enfin, à côté de moi, là. Les mecs, enfin, genre, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, je ne sais pas le quart de ce qu'ils savent. Et par contre, mes clients, mais même encore aujourd'hui, mes clients, vraiment, ils m'adorent. Et ils m'adorent pas parce que je code d'une beauté interstellaire. Ils m'adorent parce que je suis fiable, en fait. Quand je dis je vais livrer ce truc à temps, ça m'arrive d'avoir des merdes, ça m'arrive d'avoir des retards. Enfin, je suis pas du tout infaillible, mais, mais je prends des engagements que je peux tenir, je communique clairement. Et il y a ce truc de, tu vois, je remets pas au lendemain, enfin, donc il faut avoir cette espèce d'autodiscipline. Effectivement, si tu attends que quelqu'un te dise quoi faire, encore une fois, tu vas subir. Enfin, les gens vont te détester. Et je l'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu des gens qui sont talentueux de dingue dans ce qu'ils font, notamment dans le dev. Enfin, tu sais que le mec a une capacité de calcul de malade et que tu lui donnes n'importe quoi à coder, il va te le sortir en 2 secondes. Mais ses clients le détestent. Enfin, le mec est pas capable de se lever le matin, est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait, repousse toujours au lendemain, communique mal, et du coup se retrouve à être détesté alors que fondamentalement, le mec est 10 fois meilleur que moi. Enfin, il n'y a pas photo, en fait. Je ne me prétends pas meilleur développeur que lui, mais dans les faits, je suis meilleur prestataire que lui, quoi. Mm. Mm. Ah, c'est C'est bien, vrai c'est pas que meilleur développeur, mais meilleur prestataire. pour Excuse-moi. rebondir là-dessus, je suis complètement d'accord avec Alex. Je pense qu'une grosse question à se poser qui joue vachement sur la psychologie quand on est freelance par rapport à un employé, c'est qu'en employé, si on a une mauvaise journée ou si pendant une semaine on est un peu fatigué, on n'a pas trop envie de bosser, ça peut passer crème. Alors que quand on est freelance, en fait, je sais pas si c'est personnel ou si les autres ressentent ça, mais en tout cas, on sait qu'on a demandé tant de TJM à la fin de la journée et du coup, on se sent un peu l'obligation de délivrer telle valeur à la fin de la journée. Donc, tu peux pas te dire, bah, aujourd'hui, je suis en gueule de bois, je vais essayer de rien foutre et puis on verra si ça passe. C'est que finalement, on a cette responsabilité par rapport au client. Et après, je pense que si la personnalité fait, si on est plutôt humble et si on est plutôt droit dans ses bottes, ben, on veut bien faire aussi. Donc en vrai, c'est une vraie question à se poser quand on est employé et qu'on veut passer en freelance. C'est est-ce qu'on est prêt tous les jours à être au top? Et c'est vrai que si on est un peu flemmard et qu'on arrive à être au top une journée par semaine, c'est peut-être pas le bon plan. Mm. Mais c'est pas très sympa pour votre employeur non plus, du coup. Non, je plaisante. Trop cool. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe, du coup, sur, la grosse partie, pourquoi se lancer en freelance, revenir un peu sur les avantages et les inconvénients. Je propose qu'on commence par les avantages. Et du coup, un des premiers que vous avez noté, c'était surtout de pouvoir diversifier les clients et aussi, quand on commence à être un peu à l'aise, de pouvoir les choisir. Je pense que ça, c'est un des best avantages. Et du coup, ce qui serait cool un peu, c'est de se dire, enfin, la question du coup qui viendrait, c'est pour pouvoir se permettre de les choisir à vos débuts. C'était quoi vos tips? Et en plus, c'est des questions qui sont pas mal revenues dans le chat. Vos tips pour avoir des clients. C'est quoi en fait les premières choses que vous avez mis en place dans les périodes de mou? Qu'est-ce que vous faites pour que ça reparte? Ces choses-là. Moi, je vais répondre très rapidement. Je pense qu'Alex aura une meilleure réponse que moi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, je sortais de chez Tiga, du coup, qui est un nom assez reconnu. Et bizarrement, le fait que j'ai monté une startup aussi au Canada, ben, j'ai vu sur mes premiers clients, ça faisait un peu bref, ça faisait des étincelles dans leurs yeux. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé chez Tiga, donc ça m'a pas mal aidé quand j'ai recherché des clients après. Et surtout, j'ai eu de la chance parce que c'était un peu au lancement de Malte que je me suis lancé. Et la PO que je coachais dans ma dernière mission était la sœur d'une des fondatrices de Malte. Et du coup, j'avais un peu été invité à leur soirée de lancement. Et puis, je pense qu'ils m'ont un peu poussé dans leur algorithme. Et donc, quand je cherchais PM sur Malte, j'ai été le premier résultat. Et donc, c'est pour ça que je peux pas trop vous aider là-dessus, mais j'ai eu énormément de chance au début parce que j'étais premier résultat. On m'a proposé des missions très cool très rapidement. Et en fait, l'algorithme de Malte fait que
plus tu fais de missions et plus tu deviens Supermaster, plus on te propose des missions cool. Donc, après, pour être honnête, les premières missions que j'ai choisies, je les ai pas forcément choisies. Ou en fait, je vais nuancer ça. Je pense que ce qui est drôle quand on est freelance et surtout sur des métiers où on est très en demande, comme le PM, les boîtes viennent vers toi en essayant de te vendre leur mission, leur startup comme quelque chose d'absolument génial, ça va trop te plaire, c'est en lien avec tes valeurs, etc. Tu te rends compte que souvent, c'est pas forcément le cas quand tu commences à bosser. Et donc, c'est un peu l'effet inverse quand tu es en recherche d'emploi et qu'en fait, c'est toi qui dois te vendre à fond et que tu mens un peu à ton employé, ton futur employé. Mais là, c'est un peu le contraire. C'est un peu la boîte qui te ment pour te mettre des paillettes dans les yeux. Et en fait, parfois, c'est pas du tout ce qu'on t'avait dit. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux grosses premières missions, je les ai pas forcément choisies et un peu subies vers la fin. Mais je reviens sur un truc qu'Alex avait dit, c'est ça qui m'a permis aussi de faire un matelas financier. Et c'est vrai que c'est le premier bon conseil qu'on m'avait donné quand je m'étais lancé en freelance, c'est qu'il fallait se faire genre 6 mois de trésorerie pour être sûr de toujours pouvoir rebondir si on trouvait pas de mission pendant 2, 3 mois. Donc ne pas hésiter à prendre une grosse mission au début juste pour remplir ses caisses. Ok. Si tu veux rebondir. Ouais, qu'est-ce que je peux dire, moi? Je peux raconter peut-être comment j'ai trouvé ma première mission pour illustrer un peu d'où je pars. Moi, j'étais à un moment de galère totale. Je venais de planter ma boîte. J'avais aucune idée de ce que je pouvais vendre et j'étais vraiment mal financièrement. J'avais vraiment plus un seul euro en poche. Et complètement par hasard, en dînant chez un ami, sa mère me dit, mais en plus, elle savait pas que j'étais en galère du tout financière. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Et elle me dit, mais Alex, toi, tu sais pas coder des sites? On cherche à refaire le site de la boîte. Je lui ai dit, bah oui, enfin, je pense que je peux coder un site. Et elle m'a dit, bah postule, on fait un appel d'offres. Elle bossait pour l'éducation nationale. Elle m'a dit, bon, on fait un appel d'offres, puis si je peux t'aider, je t'aiderai. Il se trouve que j'ai gagné cet appel d'offres qui était improbable et ça m'a permis de démarrer. Et ce qui a fait que j'ai chopé mes premiers clients, c'est que je les choyais en gros. C'est-à-dire que cet appel d'offres, je me suis rendu compte que je l'ai gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne le regagnerai pas, cet appel d'offres, et je l'ai gagné parce que je me suis buté sur cette réponse à appel d'offres. J'ai fait des études super détaillées de tout ce qu'on pouvait. Et la concurrence, c'était évidemment pas faire chier à faire tout ce que j'avais fait moi. Donc, je ne pouvais pas ne pas le gagner au final, cet appel d'offres. Et ce que je cherche à dire, c'est que probablement l'un des meilleurs conseils, c'est que si vous arrivez à vous choper des clients, il faut les choyer. Les premiers, il faut y faire attention. C'est eux qui vont revenir vers vous quand ils auront un besoin. C'est eux qui vont vous recommander. Les gens se demandent toujours entre eux, est-ce que tu n'aurais pas un freelance à recommander, machin. Du coup, ces premiers clients, après, pour tous les clients, il faut faire attention, bien sûr, mais les premiers particulièrement, parce que c'est ceux qui permettent de démarrer. Et un autre truc que je peux dire, parce que dans mon cas, ça a été fulgurant, c'est se rapprocher. Enfin, moi, je vous le conseille, je ne peux que conseiller ça. Je vois pas le mal à faire ça. Et il faut se rapprocher de communautés actives, quoi. Il y a de plus en plus de collectifs qui émergent, et il faut se rapprocher d'eux. Et il faut grosso modo faire du réseau. Ce que je cherche à dire par là, quand je dis se rapprocher de communautés, c'est se rapprocher d'autres freelances, parce qu'ils voient, en fait, les freelances voient passer plein d'affaires, et du coup, quand tu es bien pote avec une cinquantaine de freelances, et ben, ils se disent, tiens, ce mec, il avait l'air fiable et sympa. Après, il faut être fiable et sympa. et les mecs pensent à toi quand ils voient passer une mission et ils disent, tiens, bah, t'es pas dispo, là, j'ai un client qui a besoin de ci ou de ça. Donc, un moyen de facilement avoir accès à des leads qualifiés, c'est d'être pote avec pas mal de freelance, et ça passe par aller à l'apéro machin, se rapprocher du collectif truc. Et moi, je sais que, alors moi, j'ai cofondé Apidem, donc j'étais dans une posture un peu particulière, mais j'ai vu plein de gens débarquer à l'apéro régulièrement, et ça arrivait, c'est un truc, on en faisait une blague, mais quand quelqu'un arrivait à l'apéro, on lui disait, ce soir, tu vas trouver ta première mission, et les gens rigolaient, et ils repartaient en disant, putain, mais c'est incroyable, j'ai vraiment trouvé une mission, et nous, on rigolait parce qu'on l'avait vu tellement de fois. Et après, je ne te promets pas ça, hein, mais ce que je cherche à dire, c'est que le réseau est vraiment incroyable quand tu utilises des liens humains. C'est-à-dire que soit tu as la chance de Grégoire et tu es vachement bien placé dans un algo et c'est génial. Et sinon, il faut te créer toi-même ton propre algorithme. Et le moyen le plus cheap de faire ça, eh ben, c'est de se référencer dans la tête des gens qui sont autour de toi. Et pour l'avoir fait un nombre incalculable de fois, ça marche extrêmement bien. Mm.
Ouais, complètement, je te rejoins beaucoup là-dessus et en vrai, c'est quelque chose qu'on observe, bien aussi chez Maestro, surtout que là, du coup, ça fait 2 ans qu'on existe, donc on commence à avoir, plus d'une dizaine de promos et en fait, on voit que le la communauté qui est en train de naître, en termes de mise en relation, de connaissances, un tel bosse chez machin, un tel bosse chez machin, en fait, c'est le plus gros vivier d'opportunités, beaucoup plus que faire du career coaching, aller postuler sur Welcome et cetera, même si ça marche bien sûr aussi ou se positionner sur Malte. Mais en fait, tu vois que, ben, c'est clair, il y a pas de secret, quoi. Le réseau, être présent aux events, papoter avec des gens, rencontrer du monde, demander, ne pas avoir peur de demander à être mis en relation, voir les contacts sur LinkedIn, contacter des gens en disant hey, tu peux me linker et tout, c'est vraiment, franchement, on l'observe de fou, c'est ce qui fonctionne, quoi. Être Un, dans un milieu, dans une communauté de gens. un conseil tout bête pour finir là-dessus qu'on m'avait donné, c'est justement déjà un peu bichonner quand même son profil LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de recherches via LinkedIn. Et c'est surtout un truc que je connaissais pas et qui est un peu perdu dans LinkedIn, c'est mettre l'option comme quoi tu es en recherche Mmh, de boulot. Et du coup, finalement, en fait, si tu mets pas cette option, ben, en fait, personne te voit. En fait, en tout cas, les gens qui recherchent des freelances te voient pas quand ils font des recherches. Et à partir du moment où j'ai activé cette option, ben, en fait, j'avais des demandes tous les 2, 3 jours, quoi. OK. Trop intéressant de savoir que ça fait une grosse Ouais, et différence. c'est tout con et ça fait une grosse diff. J'avais lu un chiffre, mais je saurais pas vous le dire, qui disait à quel point, enfin, l'augmentation de visites des, comptes, LinkedIn avant premier entretien, je sais pas 2015 vs, 2020 et ça avait fait un énorme boom et les recruteurs à chaque fois vont jeter un coup d'œil, vérifient, regardent la photo, regardent les expés, la petite description et tout. Donc je te rejoins vachement là-dessus, faut choyer un peu, faut bien travailler son profil LinkedIn, pardon. On a plein de questions dans le chat sur, la partie client. On en a une de Éléonore plus, sur la partie les freelance PM ont plutôt des clients clients ou plutôt corpo ou start-up? C'est quoi ta typologie la typologie peut-être de clients qu'on peut retrouver? Euh, Bah justement, je trouve que tout dépend en fait du TGM que tu vas mettre. Moi justement, quand j'ai commencé en freelance, j'avais mis un TGM pas trop élevé pour avoir des clients plus start-up parce que j'avais fait trop de corpo. Et en fait, justement, à un moment où justement je m'ennuyais un peu chez mon client start-up, ça faisait déjà 1 an, j'avais décidé de me remettre actif sur Malte et j'avais fait l'expérience où j'avais augmenté mon TGM de peut-être 20-30%. Et genre 2 heures après, j'ai eu une proposition. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout dépend de qui tu veux toucher. Je pense qu'il faut pas aller trop bas parce que quand tu vas trop bas, en fait, c'est plus le client qui va te prendre pour un esclave et qui va te demander tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voudrait bien te demander. Et après, en fait, ça dépend. Il faut que tu regardes un peu justement sur Malte ou sur d'autres communautés, quels sont un peu les prix du marché. Et puis, soit tu te places un peu au-dessus, mais dans ce cas-là, il faut avoir une bonne expertise, ou soit en tout cas, ouais, il faut arriver à se démarquer, quoi. Mmh. Sur ces questions un peu de quelle tarification, mettre, je vous mets un lien vers un post LinkedIn, qui est un Thibault Louis, je pense que pas mal d'entre vous doivent le connaître. Il fait beaucoup de posts justement sur, le positionnement en freelance, comment trouver ses clients et il aime beaucoup un peu tacler les freelances qui mettent des tarifs très bas. Et du coup, c'est un petit mème qui m'a fait marrer et du coup, je me suis dit que je vous le partagerais, Ah, il a raison parce que moi, je parle avec beaucoup, beaucoup de designers dans la communauté coop. Et en fait, je m'en rendais pas compte parce qu'en EPM, je pense qu'on peut très bien vivre en tant que freelance. Et en fait, les designers ont beaucoup plus de problématiques parce que c'est encore plus une passion. Et du coup, il y a beaucoup de designers qui se mettent de moins en moins cher pour essayer de sortir du lot et trouver une mission. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que déjà, plus tu te mets peu cher, plus on te prend pour un esclave et plus on te demande n'importe quoi. Et en plus, moins les clients potentiels te font confiance. Donc, moi, je dirais plutôt de faire l'effet inverse, à te mettre plus cher, quitte à avoir un peu plus une expertise et à être plus proactif, mais en tout cas, sortir du lot. mmh. Ouais, complètement. Il y a une question du coup justement là-dessus de Caroline, comment définir, son tarif de freelance? Du coup, il y a beaucoup regarder le marché, regarder ce qui se fait, Ouais. regarder, sur les plateformes, combien sont les prix et puis après, tâtonner, je pense un peu, peut-être aller au culot, tester avec des clients, de monter et puis voir, quand ça fonctionne, si ça marche pas, revenir Ouais. sur sa proposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui disent ça, il faut jamais, les clients vont toujours essayer de négocier. Ouais. Jamais négocier sur le TGM, mais plutôt négocier sur le nombre de jours que vous faites pour eux. Si vous proposez par exemple un TGM à 750 et qu'ils disent bah non, mais moi je peux pas payer plus de 500 ou 600, et ben tu leur dis bah plutôt que faire un 5/5e, on fait un 4/5e ensemble.
mais je le fais à fond parce que mon TGM est plus élevé parce que je suis plus expert. Donc, possiblement, je mets moins de temps à faire le travail que vous me demandez que quelqu'un qui est plus junior. Mm. Donc, il faut toujours, en fait, c'est un peu comme le poker, hein, c'est pas mal de bluff. Il faut toujours être droit dans ses bottes et se dire, ben voilà, je propose ce TGM, mais si je propose ce TGM élevé, il faut que derrière, j'ai la confiance pour le proposer et Mm. que je la garde jusqu'au bout. On a une question de François-Xavier sur le rythme. Il demande comment trouver des formats hybrides du style 3 jours par semaine, parce que lui, il a l'impression que c'est surtout un statut, mais souvent ça revient à un emploi en temps plein, enfin avoir un seul client en temps plein en fait en termes de temps. Ben, je vais répondre rapidement avant de donner la parole à Alex, parce que justement, moi, je suis en hybride presque depuis le début. Moi, je suis passé freelance et auto-entrepreneur parce que justement, je voulais avoir plus de temps pour moi. Donc, en fait, finalement, faire les 70 000 par an et m'arrêter quand je les avais atteints. Et quand on est PM, en fait, ça revient souvent à bosser 6, 7 mois par an. Et plutôt que bosser 6 mois par an et puis ne plus savoir quoi faire pendant 6 mois, je faisais souvent des missions à 3 jours par semaine pour pouvoir bosser aussi sur mes projets sur le côté. Donc, en fait, c'est pas forcément à temps plein. Et souvent, c'est pas à temps plein quand on est freelance. C'est beaucoup de 3, 4 jours par semaine. Ok. Ouais, bah ça c'est Et, très ouais, variable. C'est un peu à chacun de trouver son rythme. J'ai vraiment tout vu, donc je sais pas vraiment comment répondre. Ça dépend beaucoup de ce que toi tu as envie de faire, je pense. J'ai vu et des gens bosser le moins possible, avoir des emplois du temps très aérés. J'ai aussi vu des gens se buter et faire des salaires qui feraient rêver pas mal de monde. Et j'ai vu des gens se buter sur des courtes durées, genre 2 ans, baston, ils s'enquillent des centaines de milliers d'euros. Et puis après, ils débraillent pendant plusieurs années. Enfin, il y a vraiment tous les formats et chacun choisit celui qui lui convient, je pense. Ouais, c'est ça le gros avantage, quoi. C'est finalement, ça s'adapte à toi et à tes projets et à ce que tu veux faire de ta vie. Donc, c'est très ouais, cool. c'est clairement la partie qui fait un peu rêver, je pense, sur ce que c'est d'être freelance. C'est cette préconception, enfin, c'est cet aspect-là, en fait, qui donne très envie. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la partie un peu plus inconvénient, les côtés un peu plus peut-être relous du statut. On avait noté toute la partie, en fait, admin, la sécurité, enfin, oui, oui, non, il y a la sécurité du salariat en premier. Et ça, du coup, ce que vous me disiez, enfin, pour toi, Grégoire, c'était préparer 6 mois, enfin avoir 6 mois d'argent de côté pour être sûr de pouvoir tenir quelques mois sans mission. Pour toi, Alex, un des premiers trucs, c'est ne pas commencer sans avoir un petit matelas, même quand on se lance au tout début. Euh, on avait cette notion-là. Il y a des trucs que vous voulez Ouais, rajouter là-dessus? si je peux rajouter un truc, souvent, moi, j'ai pas eu cette chance, mais souvent, les gens ont la chance d'avoir le chômage aussi quand ils se lancent en freelance. Donc, ça permet aussi de te lancer et savoir que tu as toujours ce matelas financier pendant 1 ou 2 ans pour te lancer. Donc, c'est quand même un gros avantage. Mm. Ok. Yes. Ouais. En mode, là, la question, c'est quoi les gros inconvénients à être freelance? Ouais, oui, du coup, ouais, on va un peu tous les aborder. Parce que pour moi, le gros inconvénient, je pense qu'il y en a deux et il faut pas les négliger parce je voudrais pas qu'on se dise que être freelance, c'est genre tout rose, c'est genre vraiment pas le cas. Moi, j'ai vraiment vu des gens mal le vivre, hein. J'ai vu des gens retourner au salariat et je pense que le freelancing, ça leur a fait beaucoup de mal. Et le premier, c'est le niveau de stress. Je pense que ton niveau de stress, alors une fois que tu es établi, que tout est bien, machin, tu peux dire que ça n'existe plus, mais enfin, les premières années, je pense que c'est indéniable, il y a du stress et parfois ça dure longtemps. Donc il faut pas négliger ça et des freelances se faire des bonnes glissantes sur du burn-out, j'en ai vu quand même des dizaines. Ouais. Donc j'imagine que ça existe aussi en salariat, hein. Je pense que c'est pas un problème qui est que lié au freelancing. Moi, j'ai jamais été salarié, donc c'est toujours dur de faire des comparaisons. J'ai quand même le sentiment que c'est quand même un truc qui est très attaché au freelance, que c'est quand même pas facile de trouver des missions. Quand t'en as, tu t'accroches un peu, machin, les deadlines sont serrés, toute la pression est sur toi. Enfin, un autre inconvénient qui vient avec l'avantage de tu fais ton emploi du temps, et ça, c'est juste. Tiens, moi, j'ai dit, j'ai un nombre incalculable de fois que j'étais pas stressé de vivre à Paris.
et je suis pas stressé de vivre à Paris parce que je suis toujours à contre-flux. Enfin, je ne connais pas les rush hours, je ne sais pas où elles sont et si tu me mets dedans, j'aime pas, tu vois. Mais en fait, je vais à la salle d'escalade le matin, elle est vide, je prends le métro ou le vélo à des moments où il y a personne. Enfin, en fait, je ne vois pas la foule. Paris, pour moi, c'est une ville calme et sereine, tu vois. Et ça, c'est un kiff absolu. Tu es aussi toujours en vacances hors période. Enfin, vraiment, le, tu vis un peu ta meilleure vie parce que tu contrôles ton emploi du temps. Et le contre-coup de ça, c'est que t'as pas de vacances en mode là, c'est les vacances et tout le monde est d'accord que c'est les vacances. Ça n'existe pas vraiment. Alors, tu peux les négocier, tu peux t'arranger, machin, mais il y a toujours un petit moment, enfin, peut-être pas toujours, hein, il y a des moments où tu t'en sors mieux que d'autres, mais ça arrive quand même souvent que tu doives sortir ton PC au milieu d'un moment où tu n'es pas censé faire ça. Donc ça peut être pesant aussi de se dire, même dans les moments où je débraye, enfin, tu débrayes jamais totalement. C'est rare les fois où tu dis, putain, cette semaine-là, j'en ai pas touché une et c'était cool. C'est un peu un luxe quand tu es freelance. Ça met plusieurs années là, à pouvoir en arriver là. Et c'est, ouais, pareil, c'est à la fois chiant et à la fois, ça met une espèce de charge mentale constante qui est pas forcément facile à gérer, quoi. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi, Alex. Je pense qu'en fait, ça dépend vachement de ta personnalité. Le niveau de stress, moi, ça fait des années, je le ressens encore. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu commences une nouvelle mission, tu commences chez un nouveau client qui a une nouvelle équipe, qui a des nouvelles problématiques. Et donc, même si tu es de plus en plus en confiance parce que tu as de plus en plus d'expérience, ben, en fait, c'est des nouvelles attentes à chaque fois. Donc, quand tu es salarié, bah, finalement, ton équipe, tu la connais bien, tu connais les défauts, les qualités, tu sais ce qu'il faut faire ou pas, s'il faut faire un peu de politique ou pas. Quand tu es chez un nouveau client, ben, en fait, tu es comme un chat à qui on a coupé les moustaches, quoi. Tu arrives, tu sais plus du tout où tu es, tu sais plus qui est qui et qu'est-ce qu'il faut faire, faut faire attention à qui, etc. Donc, et en même temps, je trouve que c'est pour ça que je dis que ça dépend de la personnalité, parce que c'est aussi ça qui est excitant et qui te permet de te sentir vivre aussi, c'est que finalement, tout est toujours un peu nouveau. Et justement, quand tu te rends compte que tu commences un peu à t'ennuyer parce que tu connais un peu trop l'équipe et le produit, bah, finalement, tu changes de client. Je reviens aussi sur ce que disait Alex sur l'emploi du temps. Il faut être hyper strict. Ça peut sembler boring, mais c'est vrai que moi, je bosse beaucoup de la maison, mais du coup, je fais du 9h, 17, 18h tout le temps. J'ai mon emploi du temps ou pareil qu'Alex, je fais le sport le matin, puis le petit-déj, puis je me mets au boulot. Donc, je pense qu'il y a ce côté rêvé où on se dit, ben, on est freelance, on peut aller les pieds sur la plage, ça c'est complètement ridicule, et bosser à n'importe quelle heure. Non, je pense que dans tous les cas, on s'adapte à l'emploi du temps de notre client. Et puis, comme disait Alex, je crois que ça fait depuis que je suis freelance que j'ai pas pris des vraies semaines où je partais 2 semaines en disant, bah, je fais pas mon ordi, je fais ce que je veux. En fait, c'est encore pire. Tu as le stress au bout de quelques jours de te dire, bah, il est où mon ordi? Est-ce que je loupe des trucs? Est-ce que quelqu'un a besoin de moi? Donc, il faut accepter ça aussi. Je pense que c'est des vacances différentes parce qu'on part plus en vacances forcément l'été, mais en même temps que tout le monde. Mais c'est des vacances un peu plus hybrides où on bosse un peu le matin, on profite l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de séjours de coworking comme ça, entre freelance et entrepreneurs. Et les retours étaient assez rigolos parce que les gens me disent, bah, c'est comme si je partais en vacances, mais j'ai mon ordi et je peux bosser. Donc en fait, j'annule le stress des vacances et je prends du bon temps quand même. Donc Ah, tout est assez différent en fait. attends, je connais pas du tout. C'est quoi ce dont tu parles, cette idée de partir en vacances à... Il y a des séjours de coworking. Donc nous, on en fait un peu chez Coop et il y a des précurseurs comme Patch qui font ça, où en fait, ils louent par exemple des gros chalets à la montagne ou des grosses maisons en bord de mer l'été. Et en fait, tu pars pour la semaine, 2 semaines, 3 semaines avec d'autres freelances et d'autres entrepreneurs. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui est assez cool, c'est que tu dis, ben, je prends pas vraiment de vacances parce que je bosse, mais en même temps, tu es dans un cadre assez exceptionnel et avec des gens chouettes et tu fais des apéros le soir et tu visites autour de toi. Donc, c'est assez hybride et en fait, c'est hyper chouette parce que du coup, tu n'as plus de stress de partir en vacances. Ok, super intéressant. Je connaissais pas trop. Il y a Tom qui nous dit co-living. Regardez Ouais, Célina. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, bah, j'en ai entendu parler de Selina et co-living, c'est un peu différent où c'est vraiment, oui, tu peux louer une chambre pendant plusieurs mois avec d'autres entrepreneurs ou d'autres freelances, hmm, ce ok. qui est assez chouette aussi. Par rapport à vos questions, du coup, par rapport à vos réponses, pardon, j'ai une question qui me vient. Ça veut dire que là encore aujourd'hui, quand vous prenez ou si vous preniez des nouvelles missions freelance,
vous auriez toujours cette un peu anxiété du début à gérer, le fait d'arriver dans un truc nouveau que vous connaissez pas trop, même si j'imagine que c'est très lié, enfin c'est quand même assez excitant parce que vous savez que vous allez apprendre des nouvelles choses, rencontrer du monde, etc. Mais là, toujours aujourd'hui, vous avez cette anxiété qui revient à chaque fois. Vous domptez cette anxiété qui est avec vous tout le temps en tant que free, quoi. Bah, je sais pas comment dire. C'est juste une activité qui exige, enfin, qui te colle à un niveau de stress qui est supérieur. Après, j'ai envie de faire la métaphore. Moi, je fais de l'escalade. J'ai envie de faire la métaphore avec le vertige. C'est-à-dire que en escalade, tu t'accoutumes au vertige. Moi, maintenant, je me fais des falaises de 300-400 mètres et il n'y a plus aucun moment où je me dis, fou, là, j'ai trop peur du vide. Là, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vide. Et du coup, tu le ressens quand même. C'est juste que tu te dis, ça, maintenant, je vis avec. Si on te le retirait, tu serais quand même pas plus mal, tu vois. C'est-à-dire si tu me dis là, ces 2 semaines-là, t'as même pas à lire tes mails, tu peux te chiller full, je te dirais, ah, Mmh. c'est gavage. Mais après, tu apprends à vivre avec. Ça veut dire que, du coup, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un niveau de stress supérieur à la vie de salarié. Moi, je pense que c'est le cas. Et après, c'est juste que bah, tu t'adaptes en mode de vie et que ça finit par être cool. Enfin, moi, je le vis vraiment très bien. C'est pas. Ouais. Et en plus, moi, je crois que ma personnalité, c'est-à-dire limite, moi, j'aime ça. C'est-à-dire, je, être hyperactif ne m'a jamais dérangé. Donc moi, ça me dérange pas du tout d'avoir plein de gens qui me sollicitent en permanence. Mais moi-même, je trouve que c'est générateur de stress quand même. Et j'ai vu plein de gens craquer avec ça au bout de quelques mois, quoi, en train de se dire, putain, mais ce mode de vie est horrible, quoi. Donc, je veux pas du tout le fantasmer. Et il y a plein de gens pour qui c'est l'enfer. Donc, Bah, je pense que pour nous, à prendre en c'est compte, du bon quoi. stress. Du bon stress parce que c'est de l'excitation justement, parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. Pour rebondir là-dessus, je pense que aussi, j'en parlais quand on a préparé un peu ce meeting, c'est le fait de trouver vraiment son expertise, sa niche. Je pense qu'on peut être PM et moi, peut-être là où j'étais le plus stressé, c'est quand je venais vraiment en tant que PM, généraliste et que du coup, oui, tu dois t'adapter à la situation. Mais par contre, là où j'étais moins stressé, c'est quand on venait en tout cas me recruter avec mon expertise qui est plus sur du product growth ou de la data, etc. Parce que là, je savais que le client, il avait vraiment besoin de moi sur un truc très particulier et il attendait tout de moi, quoi. Donc, en fait, c'est moins stressant parce que j'arrivais avec ma passion, avec vraiment mon expertise qui me différenciait un peu des autres. Et du coup, j'étais moins à la merci du client, on va dire. Mmh. C'était plus lui qui m'accueillait les bras ouverts. Ouais. OK. On a une petite question d'Aurore. En tant que PM freelance, j'ai des contacts entrants sur LinkedIn de RH ou account de cabinets de conseil qui cherchent des profils PM ou PO en free pour leurs clients. Des grands comptes en général sur des missions long terme de 12 à 24 mois. Et du coup, elle voudrait savoir si ça vous arrive régulièrement et ce que vous pensez de ce type de mission. Donc, ouais, pour répondre à Aurore, c'est vrai que c'est ce qui m'arrive le plus sur LinkedIn. C'est souvent des missions de long terme. Parce que sinon, les startups viennent directement à toi quand c'est court terme. Et en fait, quand tu es PM, c'est souvent du long terme parce qu'on a besoin de toi. On n'a pas envie de changer de PM tous les 3 mois parce que tu as un rôle hyper important, hyper central. Et c'est justement ce type de mission que je conseillerais au début quand on se lance. Parce que finalement, se dire 12-24 mois, on multiplie son TGM, on se dit qu'on peut se faire un bon matelas financier. Et en plus, ce que j'aimais bien avec ces missions au début, c'est que tu retrouves un peu les avantages de l'employé. C'est que si tu es très longtemps chez un client, bah, tu es très vite assimilé à un employé pour tout le reste de l'équipe. Et donc finalement, si tu as des journées un peu moins bonnes que d'autres, bah, on va pas t'en vouloir parce que on t'attend pas très précisément sur un résultat d'ici la fin de la semaine. On t'attend sur un résultat très global sur plusieurs mois, à être intégré à l'équipe, etc. Donc, je trouve que pour commencer, c'est des très bonnes missions. C'est des trucs que je prendrais moi aujourd'hui parce que je sais que je peux assez vite m'ennuyer sur ces grosses missions, mais en fait, c'est un peu du pain béni Mmh. quand tu commences ta carrière en freelance. OK. J'espère que ça répond à ta question, Aurore. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais bien aimé rebondir, Grégoire, sur ce que tu as dit au début, et peut-être que c'est quelque chose que tu as fait aussi, Alex, sur la création de contenu. Je pense que c'est un très bon moyen de se positionner en tant qu'expert et même d'apprendre des nouvelles choses, de créer du contenu autour de soi, de travailler un peu son personal branding. Tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, ce que tu faisais, comment tu mettais ça en place? Ouais, carrément. Moi, c'est assez drôle parce que j'ai commencé à créer du contenu souvent, bah, comme je le disais, soit quand je devais vite apprendre des choses et on le sait tous, l'écrire et puis le raconter à quelqu'un, ça nous permet de vraiment l'intégrer.
Ça permet de mettre en place nos pensées et de l'intégrer. Et le côté amusant, c'est que souvent, quand justement chez mes clients, j'étais un peu frustré parce qu'ils connaissaient pas grand-chose au PM ou la moitié de l'équipe voulait pas te suivre parce que tu changeais trop les process. Et ben en fait, plutôt que de faire passer ma frustration sur le client directement, j'écrivais un article sur justement les bouleversements ou les nouvelles méthodologies en PM. Et ça me permettait de déstresser, d'écrire un article dessus et finalement revenir avec plus d'arguments le lendemain. Euh, et après, justement, moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'écrivais un article sur Medium, à l'époque, dans la semaine qui suivait, j'avais 4, 5, 6 propositions de mission. Donc, je pourrais pas vraiment l'expliquer parce que je suis pas non plus très expansif. Je vais pas être celui qui va venir sur LinkedIn tous les jours pour raconter ma vie. Je dois un peu plus le faire aujourd'hui pour Coop, malheureusement, mais c'est pas vraiment mon truc. Mais par contre, si vous aimez écrire et apprendre des trucs, écrire des articles Medium. J'avais aussi fait une newsletter sur le product management pendant le confinement, donc une newsletter sur Substack. Et c'est à chaque fois des choses qui m'ont apporté toujours des nouvelles missions. Parce qu'en fait, finalement, pour sortir du lot, on en parlait au tout début, si ton futur employeur il va sur Malte et il trouve une centaine de product managers, comment il fait la différence? Ben, en fait, comme tu disais, Flavie, il va regarder ton LinkedIn. Et puis, en fait, si sur ton LinkedIn, tu proposes des articles que tu as écrits ou s'il te retrouve sur d'autres médias sociaux ou sur Medium, et ben, en fait, tu vas lui montrer tout de suite ton expertise et pas seulement quand tu vas commencer la mission. Et donc, finalement, tu vas être beaucoup plus crédible à ses yeux que, que les autres. Mmh. OK. Alors juste, Alex n'a plus de batterie, d'où la coupure de caméra. Merde. Bon, ça va, c'est les 3 dernières minutes que ouais, je crois qu'il s'est déconnecté. Bon, tant pis. En tout cas, si vous voulez le recontacter, je vous mettrai, le lien vers son LinkedIn dans, l'email de récap, si vous avez plus de questions que vous voulez poser, Alex. Ouais, non, grave, je rebondis vachement avec ce que tu viens de dire, Grégoire, parce que ça, c'est un truc aussi, que j'ai remarqué, en fait, au fur et à mesure des promotions, de Maestro, qu'en fait, ça, c'était vraiment quelque chose qui te permettait de vachement te différencier et de déjà, en fait, montrer, ta valeur. Ah, peut-être qu'il se reconnecte. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de mettre de plus en plus en place, de proposer aux maestros d'écrire des articles, de travailler des articles pour les publier sur John Maestro et du coup, qu'ils aient déjà une tribune et en plus de travailler ensemble l'aspect technique d'un article, et un peu d'avoir des conseils, de personnes qui l'ont Ouais. déjà fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler aussi, je pense que c'est pas mal même pour montrer. On a une alumni notamment qui a écrit un article sur, les méthodes de product design, n'importe quoi, les méthodes de discovery, un peu un study case et elle m'avait dit que justement elle se faisait pas mal contacter via ça. Alors parfois pour des questions, pour, des PM juniors qui veulent l'approfondir et tout, mais c'est un très bon moyen, voilà de Ouais. développer son profil. Et pour rebondir là-dessus, moi, par exemple, un article sur Medium que j'avais écrit, je crois, sur la North Star Metric, aujourd'hui, c'est le premier sur Google quand on clique North Star Metric. Donc, aujourd'hui, il y a encore une cinquantaine de personnes qui le lisent chaque semaine, alors que je l'ai écrit peut-être en 3 heures il y a 4 ans. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, on me dit, quand je parle de ça, ben, en fait, je suis pas expert, je me sens pas d'écrire. Moi, je suis l'exemple parce qu'en fait, j'écrivais sur des trucs qui sont pas non plus hyper experts. Il faut toujours se dire qu'en fait, 80% de nos clients, ils savent pas grand-chose au product management, ils savent pas grand-chose au gros hacking, etc. Donc, toutes les petites billes que tu peux lui donner sur comment mieux gérer son PM ou son équipe et ses process, ben, en fait, ça va lui apporter énormément. Donc, Mmh. faut pas hésiter à commencer à écrire sur tout ce que vous commencez Mmh. à apprendre, pardon. Ouais, à fond et vraiment ça me fait penser à la phrase: «Je suis pas légitime» qu'on entend tout le temps Ouais, quand tu proposes de faire exactement. du contenu. Les gens disent toujours: «Non, je suis pas légitime, je peux pas faire ça». Ce qui est normal, hein, moi la première je le fais aussi. Ouais, ouais. Et c'est dingue, enfin en vrai, tout le monde a des choses à en plus, si tu bosses un peu à ce sujet et quand tu nous dis que tu as mis 3 heures à l'écrire, tu vois, c'est dingue. En vrai, en 3 heures, tu peux créer un contenu hyper quali et qui va, Ouais. derrière, t'apporter des leads ou même, pour toi, c'est un très bon exercice, quoi. Donc Et puis, comme tu disais, de se différencier et puis peut-être trouver sa niche aussi. C'est que finalement, oui, si tu commences à écrire des articles sur le product management, alors que maintenant, il y en a peut-être des centaines, des milliers, tu vas peut-être pas sortir du lot, mais si tu prends des aspects très spécifiques du product management ou un peu tout ce qui se passe de nouveau dans le product management, par exemple, là, le product-led growth, commence à être un gros sujet, bah, c'est en fait trouver ta petite niche en PM qui te plaît vraiment quand tu fais tes missions ou quand tu es employé, et puis écrire à fond là-dessus avec un ton hyper sympa et simple. Je pense qu'il y a rien de mieux. ouais, trop bien.
Bon, écoutez, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je suis un peu déçue parce qu'on avait beaucoup plus de questions qu'on voulait aborder, Ouais. mais c'est passé super vite et du coup, il y a plein de choses dont on n'a pas forcément discuté, mais ça n'est qu'une excuse pour refaire un Maestrix sur la thématique de freelance. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les remettre et j'essaierai de les garder, de les noter, peut-être de demander à Grégoire Alex leur avis. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup que vous mettiez dans le chat une note de 0 à 5 pour cet événement qu'on vient d'avoir ensemble. J'aime bien faire ça pour avoir un peu vos retours et savoir si en fait on a réussi à répondre aux questions que vous vous posiez ou si pas du tout. Et du coup, 0, ce serait un peu j'ai rien appris et 5, j'ai appris. Ok, je vois des 5, très chouette, très intéressant. Ok, super. Trop bien. Bon, bah, mission plutôt remplie pour Grégoire et Alex. Trop cool. Merci à tous. Trop cool. Je vous remets en lien dans le chat ce que Chana vous a partagé au début du Maestrix, qui sont les liens de nos prochains rendez-vous avec la page Meetup, les replays le replay sera sur YouTube et notre site internet. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je vous envoie un petit email de récap avec les infos phares. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si Alex nous entend toujours, mais en tout cas, c'est très Si, cool. je vous entends toujours, je dois être vraiment ric-rac, mais je suis toujours là. Ok, bon, bah, en tout cas, merci à tous les deux. C'était trop chouette d'avoir cette discussion. Merci Ouais, à plaisir vous. partagé. Merci à vous. Ouais, grave. Super. Je vous souhaite à tous On une se très revoit bonne. bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.